Bonsoir. Bienvenue. Alors, je me présente pour sciences juridiques et je suis passionnée de la lecture comme pendant d'entre vous. Et j'ai décidé de faire ce club de lecture parce que j'ai remarqué que y a des jeunes qui ne sont plus intéressés à la lecture. Et c'est un club qui est ouvert au public. J'ai décidé, parce qu'avant c'était un club assez fermé, je voulais le faire pour mes amis proches. Et ensuite, il y a tellement de gens qui m'ont écrit, qui m'ont demandé est-ce qu'ils peuvent inviter d'autres amis. Donc j'ai décidé d'ouvrir le club au public. Alors le club avait un nom en anglais. J'ai décidé de le changer parce que c'était pour mes amis, donc j'ai décidé de le faire en français. Comme vous pouvez le voir, c'était là tout à l'heure. Ça s'appelle Wolfgang littéraire, étant donné qu'on va le faire chaque mois. C'est assez répétitif, donc on a décidé de donner le nom de Wolfgang littéraire au lieu de Books and Hobbies. Étant donné aussi qu'on est dans un pays francophone, on lit en français et puis tous les livres qu'on va lire sont en français. Et ensuite, comment ça va se faire? Chaque mois, on aura, à chaque fin de séance, on aura à présenter le livre qu'on va lire pour le mois prochain. Et j'insiste là-dessus pour que les gens puissent lire le livre parce que c'est le but du club de lecture. Il y a vraiment des personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'ils sont intéressés, mais qui ne sont pas intéressés à lire. C'est comme un programme pour eux. Mais pour moi, c'est très important, il faut que les gens lisent. Et ensuite, la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir le club, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'habitent pas en Haïti ou bien à Port-au-Prince qui voulaient faire partie du club. Alors, on a décidé d'ouvrir le club, on a décidé de le faire live via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour que les gens puissent participer avec nous. Et je remercie l'équipe aussi, et Jean-Bernard Sénat, et notre graphiste Derlin, parce que je ne suis pas seule, de l'organisation, et puis Derlin Baptiste. Alors, on va commencer avec j'ai préparé une petite présentation pour vous, et avec une programmation. Et je laisse le soin à Gary Victor de se présenter pour les gens qui c'est sûr que Gary va se présentation, mais quand même, je lui laisse le soin de se présenter. Bonsoir Gary. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment heureux d'être là pour présenter, pour résumer. Donc, je suis écrivain, donc tout le monde le sait. J'ai écrit une trentaine de romans et de recueils de nouvelles. Et j'ai fait mes études à Port-au-Prince. J'ai fait mes études à Port-au-Prince. Je suis également agronome de formation. J'ai fait des études d'agronomie, donc j'ai travaillé une dizaine d'années comme agronome. Je suis également journaliste, donc j'ai occupé pas mal de fonctions comme journaliste. J'ai été par exemple rédacteur en chef au Journal National. Et voilà, j'ai aussi écrit pour la radio et pour la télévision. Pour ceux qui écoutent actuellement la radio Métropole, on a repris un feuilleton qui dure depuis plus de 10 ans, la politique du Lyon. J'ai aussi écrit pour la télévision, pour ceux qui ont vu dérouler les ingrédients, le président de Sida, les amours de zombies. C'est moi qui ai écrit les scénarios de ces films. Donc voilà, pour résumer. Pour présenter, pour résumer. Bon, je connais Gary depuis quelques années et Gary était venu à Jérémy lors d'un atelier d'écriture qui devait aboutir à un ouvrage collectif. Donc
il y avait plusieurs jeunes qui faisaient partie du livre. C'était un livre à caractère fantastique. Oui, parce qu'en fait, Jellica ne s'est présentée uniquement comme lectrice. Et ce livre, c'est un recueil de nouvelles qui s'intitule Je ne savais pas que la vie c'est aussi long après la mort. Il y a une dizaine de jeunes qui avaient participé à ce recueil. Un super recueil qui a eu un très gros succès à l'étranger. Jellica est l'auteur d'une de ces nouvelles, alors que j'aime beaucoup. Depuis lors, elle écrit. Oui, alors est-ce que, bon, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu le temps de terminer le livre, alors je vais demander à Gary de faire un petit résumé. On ne peut pas faire le résumé du livre. Voilà. Alors, je vais faire un petit résumé pour vous. C'est vrai qu'il y a un extrait dans la programmation. Alors, le livre débute avec pour moi, le livre débute à la page 11. Le livre débute avec une fellation que reçoit le président de la République, qui le fait jouir de seul à pénurie. Alors, de seul, qui est un petit fonctionnaire aux capacités limitées, mais qui peut gravir les échelons. Une fellation qui valide son ticket pour être ministre aux valeurs morales et citoyennes. Et dès son entrée en fonction, il se trouve confronté à un obstacle et la commission d'approuver ou non le festival Massimadi et qui aura lieu. Et la tenue, il doit approuver ou non la tenue de ce festival et de la communauté lesbienne liée que la majorité de la population et la classe politique religieuse s'y opposent. Mais il va se rendre compte finalement que tout le monde était dans l'hypocrisie, dans le mensonge, et il le dit clairement à la page 166, il décrit ses sentiments. Et le ministre des Valeurs morales doit accepter que le festival ait eu lieu, ce qui va créer une certaine fureur. Il finit par être arrêté et à la fin du livre. Alors j'aimerais, quand j'ai décidé de lire le livre, il y avait bon nombre de lecteurs, qui avaient déjà lu le livre, qui avaient parlé de leurs sentiments. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez vécu en lisant le livre. Parce que je n'aimerais pas parler à tout le monde, je vous laisse le soin de parler s'il y a quelqu'un qui veut. Bonsoir, je suis Joélie Desnois. Donc, pour commencer, je voudrais féliciter Jellica pour cette initiative. Et le seul petit problème, tu t'es déjà excusé, c'est concernant la voiture. Ensuite, je remercie Gary Victor d'avoir accepté l'invitation. Je dois dire que c'est un écrivain que j'admire beaucoup. J'ai lu bon nombre de ses ouvrages. Et mon ouvrage préféré demeure jusqu'à présent la piste des sortilèges. Étant donné que j'ai lu bon nombre de vos ouvrages, en lisant ainsi, malgré le fait que je savais que c'était un ouvrage qui était inspiré du festival Massimadi, j'ai été très étonnée. Pour ainsi dire, je m'attendais plutôt à un ouvrage de ce genre, de la part d'un auteur comme Élie Beaufait. Donc, à vrai dire, je ne connaissais pas cette facette de l'auteur. Donc, j'ai été très étonnée. Surtout, je veux dire, la fin de l'ouvrage aussi m'a très étonnée. Le dénouement de l'histoire. Surtout que vous avez présenté le personnage principal comme un personnage qui était assez malléable, un personnage qui était très
très maniable, avec un caractère très faible. Et à la fin, lorsque j'ai vu qu'il a pris cette décision, qui a démontré une certaine force de caractère, j'ai été très étonnée. Donc je peux dire que c'est un ouvrage qui m'a surpris du début à la fin. Toutes les péripéties étaient imprévisibles. Le suspense, pour moi, c'était... Je dois dire que j'ai été vraiment bouleversée par cette ouvrage. Donc, pour répondre à la question de Jessica, ce sont toutes les émotions qui m'ont traversée. Yes. Il y a une personne qui a Bonsoir tout le monde. Moi, comme madame, je félicite Jessica pour cette initiative. Je l'ai trouvée même osée. Je dis, Jessica, t'es pas sérieuse. Tu as allé jusque-là, Bobby et Boots. Je dis, c'est fort. Quand je vois aujourd'hui un refrain littéraire, moi qui suis une vraie francophone, j'aime ça. J'aime déjà le changement de titre à l'activité. Maintenant, pour revenir à la question sur le ressenti, j'ai trouvé ce livre, cet ouvrage, je l'ai trouvé non pas forcément obscur, mais il est venu chercher plusieurs choses chez moi. La faiblesse de l'homme par rapport à sa femme et tout ce que le besoin de cette femme d'être dans cette société, ce que ça a imposé au mari de faire et d'accepter. Et là, je me dis que c'est une réalité, non pas seulement au niveau des fonctionnaires, mais c'est une réalité de tous les jours et de beaucoup de gens, d'avoir à se rabaisser pour, entre guillemets, s'élever. Donc, c'est venu chercher beaucoup de choses chez moi, beaucoup d'interrogations sur le fonctionnement de notre société en général. Et puis, cette hypocrisie parce que finalement, ils étaient tous dans le même bateau, ils aimaient tous la même activité, ils aimaient tous, tout le monde en machin, disons-le simplement, tout le monde en machin. Et puis là encore, sans le ramener forcément à le caractère de l'homosexualité, je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Haïti, où on vit un grand mensonge généralisé. Voilà. Il y a plus de personnes. Donc, j'aimerais pas poser mes questions avant tout le monde. J'aimerais que vous posiez les questions avant. Donc, s'il y a des questions pour l'auteur, je vous laisse le soin de les poser. Il y a des questions? Il faut lever la main, je ne fais pas de bruit. Bonsoir, je suis Bernard Baptiste. Je vous félicite, M. Gary Victor, pour le roman. Donc, ma question c'est, j'aimerais savoir ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce roman. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire le roman Massy? En fait, quand on écrivait, habituellement, un auteur ne part pas de rien avec un roman. Et en fait, pour ceux qui me suivent, et j'ai
commencé par un premier roman qui s'intitule Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin. Et ce premier roman retrace encore l'histoire de l'homme qui est dans une situation conjugale extrêmement compliquée, les pressions de sa femme. Et c'est quelqu'un que, alors l'histoire est celle-ci, c'est que le père de ce personnage, il avait toujours recommandé de ne jamais s'approcher de l'espace politique. Parce qu'il lui avait toujours dit, le pouvoir, c'est le diable. Ne t'approche pas de cet espace. Mais l'histoire, c'est que ce personnage qui a d'énormes problèmes financiers, des pressions de sa femme, il va accepter de devenir le conseiller du président de la République. Et ça va créer chez lui une sorte de, je pourrais dire, pratiquement des troubles névrotiques, parce que il se rappelle toujours que son père lui avait dit de ne jamais vendre son âme. Et c'est l'histoire de l'écrivain, parce que ce personnage est de l'écrivain comme moi, il a vendu son âme pour de l'argent. Et bien sûr, ce personnage va faire des choses totalement, il devient pratiquement fou, il ne sait plus qui il est, et c'est l'histoire de ce roman. Donc en fait, c'est l'histoire de l'être humain face à la joie. Dans une société où tout est précarité, qu'est-ce que l'être humain devient quand c'est la joie qui prime? D'accord? Et comme vient de dire Madame Le Rouge, c'est que justement, c'est qu'on est dans cette situation en Haïti. Ce problème de précarité, ce problème de corruption. Donc j'ai eu ce premier roman. D'ailleurs, c'est un thème qui m'a toujours intéressé. Qu'est-ce que l'être humain devient dans une société où il n'y a plus que la voix qui prime, où toutes les valeurs sont foulées au pied? Donc, j'ai voulu un peu aller plus loin dans un autre roman, et vous allez voir que voici finalement cette réflexion sur la place de l'être humain dans une société où la voix est totalement foulée au pied. Bien sûr, je parle de cette situation totalement à la fois cocasse et douloureuse, où un petit fonctionnaire, bien sûr, j'ai bien campé le personnage pour créer ce qu'on appelle en dramaturgie de conflit. C'est un petit fonctionnaire de rien du tout, mais quand même c'est un chrétien qui va aller lire chaque dimanche, frapper dans les bras, tout et tout. Il a même eu à faire une super conférence contre l'homosexualité, tout et tout. C'est pour bien créer la situation. Sa femme qui est très ambitieuse, qui a un nom qui est sénateur, qui est toujours proche du pouvoir, permet à ce petit fonctionnaire obscur d'arriver presque à un poste où le président vient crier. Il a intitulé le ministère aux valeurs morales et citoyennes. Donc déjà, la situation devient encore plus cocasse. Et maintenant, ce personnage, pour devenir ministre aux valeurs morales et citoyennes, sa première rencontre avec le président, on lui fait un chantage. C'est ce qu'on appelle un peu la promotion canapé, sauf que cette promotion canapé se fait d'une manière homosexuelle. Donc le président, il est totalement souple, le président lui demande de lui faire une paix. Et dès le départ du roman, la situation, le conflit se crée à ce moment. Le personnage est totalement permis des bails. Est-ce qu'il pourra revenir chez lui sans le poste de ministre? Parce que madame, il y a peur qu'il revient avec ce poste de ministre. Il se dit, mais tout ce qu'il va perdre, est-ce qu'il a le courage de tout perdre? Tu vois? Il n'a pas le courage de... Parce qu'au départ, ce personnage très faible. Très faible. Donc, il accepte. Donc, il accepte de faire la paix. Il devient ministre. Et on va voir tout le cheminement de ce personnage. Mais c'est toujours cette même question que je me pose, ce questionnement, quelle est la place de l'être humain quand dans une société, il n'y a que la voix qui... C'est vrai qu'il faut avoir la voix, c'est qu'on ne peut pas vivre sans avoir. Mais sauf que, quand les gens n'ont que ça en tête, il n'y a aucune valeur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tu vois. Et c'est là la problématique de ce roman.
Ce qu'on peut devenir justement quand tous les valeurs sont foulées aux pieds, même par les dirigeants, parce qu'au moment où ce président de la République qui crée un poste de ministère aux valeurs morales et citoyennes, et lui prend plaisir justement à nommer à ce poste quelqu'un comme je suis appelé lui. Donc dès le départ, il crée ce ministère et il montre qu'il faut aider pour justement ces valeurs qu'il prétend porter. Donc voilà ce qui m'a porté à éclosion. Bonsoir. Je suis Elsie Jean Junior et déjà je commence à vous remercier d'avoir touché ce livre. Comme dans d'autres livres que vous avez déjà accouché il y a depuis pas mal de temps. Et mon impression sur ce livre, c'est un livre qui peint la réalité. Et comme vous le dites dans le livre, alors vous le dites ici, alors c'est un livre qui raconte l'histoire de ce passé révolu. C'est une question de tendance. Merci, ça fait partie de l'actualité mondiale. Et alors, je suis arrivé à lire une trentaine de pages, et je suis arrivé à la page 3, mais déjà, je crois que c'est déjà un livre qui me plaît. Et ça me plaît parce que peindre la réalité telle qu'elle est, et une réalité qui a été déjà décrite par tant d'autres personnes, sans qu'il y ait intertextualité, ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Pour laisser mon impression sur le livre et mon appréciation, j'ai par hasard quelques questions qui vont dépasser le cadre de Massy. Il va aller un peu plus loin. Alors j'ai lu Le sang et la mer, l'éducation, le Soro, et Une nuit albinos, et là encore avec Massy, en arrivant à la page 28 ou 27, je crois, déjà vous commencez d'entrée de jeu à parler de culture, de sorcellerie, et à parler de choses fétiches, etc. Et comme pour la plupart des auteurs, il y a toujours ça dans leurs écritures. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de redondant. Il y a quelque chose qui va revenir tout le temps, qui vient dans tous les livres. Comme avec Dany, si vous le permettez, dans l'intérieur, il y a Petit Bois qui revient, il y a son enfance qui revient. Mais ce que j'ai constaté avec vous, c'est la culture. La culture fait partie intégrante de la plupart de vos histoires. Parce que je n'ai pas lu de les livres. Et parler du vaudou aussi, ça fait partie de la plupart de vos livres. Et ma première question serait de vous demander, est-ce quelque chose de planifié de dire qu'à chaque fois que je vais écrire un livre, de parler de culture et de parler de vaudou dans chacun de ces écrits-là, ou est-ce quelque chose qui vient tout simplement en écrivant, c'est-à-dire le fil d'idées qui est venu à l'improvisation? Une deuxième question serait de vous demander pourquoi le choix de décrire ces choses fétiches-là à chaque fois. Une troisième question serait de vous demander. C'est la même question que oui, en quelque sorte. Et une troisième question serait de vous demander quelque chose qui peut-être n'est pas, que vous n'allez pas nous dire. Alors, la stratégie. La stratégie de décrire le vaudou, les choses fétiches, la sorcellerie, etc.,
et de critiquer les choses qui se passent à l'église, etc. À chaque fois, sans qu'il y ait intertextualité, sans qu'on se dise, j'ai déjà lu ça chez Gary Victor. C'est-à-dire, à chaque fois que vous parlez de cette truc-là, les mêmes choses, vous avez l'aisance, vous avez ce qu'on appelle la capacité, l'habilité de revenir avec autre chose, mais c'est toujours le même fond. Bon, et premièrement, comme vous avez dit que, j'ai bien apprécié que vous avez dit que ce moment peut se passer n'importe où. Et vous êtes un peu dans la cuisine, et je me rappelle, j'ai un frère qui vit à Miami, qui travaille dans une grande entreprise américaine, une très grande entreprise américaine, il est ingénieur électricien, et je lui ai fait parvenir le manuscrit pour avoir son avis. Et puis qu'il a dit ce moment, il m'a dit, Gary, est-ce que tu me permets de donner à lire son manuscrit à deux amis que j'ai qui sont dans la même compagnie que moi? Il n'y a pas de problème. Et puis je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mais tu sais ce que tu écris. C'est quelque chose que on apporte tout le temps dans notre compagnie. La somme de gens, le pouvoir, par exemple, des homosexuels dans cette compagnie, et comment certaines personnes ont obtenu des promotions. Ceux qui ont, alors il y a trois amis qui ont lu ce texte aux États-Unis dans la compagnie du travail. Il y a même le notre qui est homo. Il a dit, il faut que je lui donne, il faut que je lui raconte certaines choses, tout et tout. Donc tu obtiens des témoignages, tout et tout. Il y a même l'un de ses amis de mon frère, il a même exigé qu'il a tellement aidé l'ambassadeur là, qui est à la fin du roman, il a dit qu'il faut absolument qu'il porte mon nom sur le personnage. Bon, il a fait, finalement, j'ai presque donné le nom, mais j'ai modifié un petit peu l'orthographe, parce qu'il a exigé qu'il faut que ce personnage porte mon nom, parce qu'il me ressemble tellement ce personnage. Tu vois. Donc, pour te montrer, effectivement, ça se passe pas beaucoup. Maintenant, la deuxième question, ça revient toujours. Ça m'étonne parce que quand même, nous sommes dans un pays, dans une société où, je n'aime pas parler de vaudou, je parle plutôt d'une certaine culture, parce qu'il il faut faire une différence entre religion et culture. Entre culture, parce que, et comme j'aime expliqué, je l'explique constamment, en Haïti, que quelqu'un soit athée, que le Jéhovah, que le baptiste, que le catholique, que salière, s'il est dans une rue là, il y a un carrefour, il voit trois cabros et trois poules, on aura la même réaction. On est à la campagne, on a un bis sous son toit, on aura la même réaction. Qu'on prend bibou, qu'on pas prendre bibou, tu as la même réaction. Donc ça veut dire que nous partageons la même culture, quelle que soit notre religion. Donc ça veut dire que si on écrit sur la réalité, cette réalité que l'on vit, et cette réalité souvent on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et pourtant là, on n'en parle pas, c'est caché. Tout dans la machale. Mais ce qui est caché, c'est ce qui en fait la réalité. Et si tu es un écrivain qui t'intéresse à la réalité, parce que j'aime toujours dire, quand on écrit, tu n'écris pas ce que tu vois sur le mur. Tu écris ce qui est derrière le mur. Si tu écris ce qui est sur le mur, tu n'écris absolument rien. Tu dois écrire ce qui est derrière le mur. Donc si j'écris ce qui est derrière le mur, forcément, on va parler de toutes ces pratiques, de ces comportements, ces croyances, tout et tout. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Donc, ce n'est pas une décision, je veux écrire dessus, non, j'écris, je suis dans un lieu, en tant qu'haïtien, en tant que citoyen pur, en tant qu'écrivain, je suis dans un lieu, je ne vais pas cacher des choses pendant que j'écris. Je décris une réalité, une vraie réalité, donc on ne peut pas échapper à ça. Voilà, donc maintenant, et le fait que justement, on n'est jamais fatigué de retrouver ces choses, c'est parce que comme c'est une réalité que je décris, et cette réalité est multiforme, c'est pas une seule réalité, elle est vécue
de différentes manières par différentes personnes. Donc forcément, on se retrouve dedans, on est toujours un peu, je ne pourrais pas dire surpris. Simplement, on se retrouve face à une réalité, c'est comme un miroir. Dès qu'une caméra ou bien une écriture te restitue une réalité, on est toujours surpris. Parce qu'on est plongé dans cette réalité, on arrive à un certain moment, on ne voit plus cette réalité. Moi, j'ai toujours prendre un exemple. Hier, j'allais du côté du canapé vert, à peu près du. On appelle ce quartier, là où qui monte un peu au bas du canapé vert. Ah, c'est Paris, plus bas. Plus bas, il y a un bloc. Là où habite le président, il y a la maison du président, la maison présidentielle un peu. Bon, n'empêche. C'est que tu as une route qui monte et tu vas vers quelques beaux quartiers, mais quand tu montes, tu vois un bidonville devant toi. Et je me suis dit combien de personnes qui ont dans cette route voient ce bidonville. C'est que souvent, on est dans une réalité, mais tu es tellement prédominant que tu ne vois plus cette réalité. Cependant, si quelqu'un capture cette réalité pour toi avec une caméra ou avec son écriture, tu es sûr, oh, quand ça se rapporte, vous saisissez. Et pourtant, tu es chaque jour devant cette réalité ou pas, ouais. Voilà. Bonsoir. Moi, c'est ça qui capte dans le ça. C'est en fait, dans la conscience humaine, nous devons parler avec quelques étudiants, quelques camarades. Il y a un qui toujours dit comme si on a regardé le monde, c'est surtout regarder ça derrière là. Il essaie comme si regarder le monde tout tourné. Comme si c'est pas juste corporel là seulement, comme si il veut dire que les seuls capables font façon pour être inconscient, pour être ça que nous n'avons pas contrôler les pulsions qui passent sur ça. En fait, ça, même Jean et l'autre monde se dit, il montre aspect caché mais qui, j'en dis la qui est devant nous mais que nous, parfois nous ne pas considérer ou bien nous parler parce que nous avons un auteur qui dit c'est hypocrisie. Sans hypocrisie, nous allons vivre et en communauté. L'hypocrisie est importante pour être capable de vivre ensemble. En fait, ça lui permet de comprendre la réalité haïtienne, tout ça qui est caché en bas et tout ça que nous trouvons ensemble. Et par rapport à ça, il montre tout. En fait, dans le côté que le président a fait et Dieu seul et proposition, c'est que c'est comme si Dieu seul fait face soudainement à un aspect la caille. C'est parce que c'est seul film, mais c'est comme si dans la tête pas ou bien dans la réalité, pas Jean David parce que son l'église, ça ne pas penser que tu as un aspect et massicien la caille. Non, on peut pas dire. Il a déjà pensé que tu as un aspect ça la caille. C'est que, non, même comme si c'est tout comme si nous toujours dit qu'on a un monde qui homosexuel, mais pas admettre que c'est homosexuel. Et c'est ça qui est important pour nous qui dit que ils sont homosexuels ou qu'on a caché ça. Voilà, quand c'est hypocrite ça dans la société, qui vient faire comme si il y a des gens qui ne sont pas acceptés par rapport à l'homosexualité. On va demander est-ce que les gens qui sont très assis par rapport à l'homosexualité, est-ce que ou pas dire que c'est vous-même qui t'a caché par l'homosexualité qui l'a caché. Et nous parlons de l'homosexualité, on va parler de l'autre comportement ou bien de l'autre valeur que nous devons cacher la pauvreté. Merci. Bonsoir. Je suis Vanessa Jean. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. C'est une première pour moi. Et aussi, c'est la première fois que je lis un livre de vous, M. Gary.
j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez décrit la réalité, pas seulement en Haïti, mais le Bordeaux. Ma question, c'est que, on sait dans quelle société on vit, je sais qu'on est médias, ce que l'on veut, ce que l'on pense, la façon dont on voit les choses. J'aimerais savoir s'il n'y a pas eu de représailles après ce livre-là, parce que tout le monde ici voit de quel président, de quel gouvernement on parle, si toutefois nous tenons informés. Alors, je sais que c'est sûr qui regardent les représailles, donc j'aimerais savoir quelles ont été après ce livre. Et peut-être que vous ne pouvez pas nous dire, mais. Bon, j'ai fait mon possible pour perdre un peu les lecteurs en disant que ce président il a tout fait, il a été à Bordeaux, militaire. On n'était pas bien. J'ai tout fait pour perdre un peu les lecteurs, mais bon, c'est les lecteurs peut-être vu un président, pas je ne dis rien. Je ne dis rien. Mais c'est clair que chaque lecteur peut reconnaître un personnage dans ce roman. Mais il faut dire de même en tant que souvent, tu crées un personnage et tu es absolument surpris d'apprendre que quel personnage que tu as créé, que tu as décrit, ressemble énormément à un personnage réel. Dans le temps qu'on était dans les romans, tout ressemble à un personnage vivant.